Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le chapitre 12, qui est la mesure et l'analyse de la performance d'exploitation et qui va nécessiter donc, qui peut se faire à travers plusieurs outils comme le tableau des seuils intermédiaires de gestion ou encore le seuil de rentabilité. Mais là, je vais m'intéresser plus particulièrement au tableau de bord, et plus précisément le tableau de bord d'exploitation, parce que vous savez qu'il existe d'autres tableaux de bord, comme le tableau de bord prospectif, ou encore appelé le tableau de bord stratégique. Et vous avez aussi le tableau de bord commercial. Alors j'aurai besoin aussi de ce tableau de bord commercial, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, je vais vraiment m'intéresser au tableau de bord d'exploitation. Alors, mais pour ce faire, il faut que je sois certain que l'on part tous sur les mêmes prérequis. C'est-à-dire que vous ayez la connaissance d'un document de synthèse qu'on appelle le compte de résultat. Hein, le compte de résultat est un des éléments des comptes annuels. Hein. On sait que les comptes annuels sont composés d'un bilan qui présente le patrimoine de l'entreprise, d'un compte de résultat qui va être le déroulement sur une année de votre activité, hein, qui mettra en évidence les ressources que vous aurez engrangées, et puis de l'autre côté, les emplois, enfin les dépenses, les charges, un peu être plus précis, que vous avez dû créer pour pouvoir réaliser vos ressources, pour pouvoir réaliser vos prestations. Donc, une fois que ceci est dit, je vais pouvoir commencer le tableau de bord. Donc, ce compte de résultat a fait l'objet d'une vidéo que j'ai faite juste avant. Donc, si vous ne maîtrisez pas le compte de résultat, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc, je vais pouvoir commencer maintenant la présentation du tableau de bord. Alors, la méthode ici, je présente d'un côté les différents éléments constitutifs du tableau de bord et de l'autre, je mettrai en parallèle la manière dont il faut analyser les différents éléments du tableau de bord, en commençant par une introduction. Enfin, je vais présenter une méthode et j'aimerais bien que cette méthode soit la même pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, qu'on puisse avoir la même façon de présenter le commentaire. Hein. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que après, hein, si vous maîtrisez la méthode, si vous maîtrisez les bases de ce que je vais vous dire, vous pourrez faire preuve d'originalité. Hein. Mais là, pour l'instant, je vous demande d'avoir la posture de l'apprenti conducteur avec l'auto-école. Hein. On vous apprend à tenir le volant à 10h moins 10 ou à 10h10, pardon, ou encore 2h moins 10. Euh, tout le temps, tout le temps de l'apprentissage de la méthode. Après, quand vous serez rodé, hein, une fois que vous avez votre permis, une fois que j'aurai validé euh, votre compétence à ce niveau-là, vous pourrez, comme si vous aviez votre permis de conduire, tenir votre volant comme vous voulez. Donc faire preuve d'originalité que je pourrais avoir le plaisir de regarder ou de vous lire. Alors allons-y. Le tableau de gestion d'exploitation ou encore le tableau de bord d'exploitation, je verrai en trois parties. Je vais vous présenter, enfin en deux parties. Je vais vous présenter tout d'abord la construction du tableau, étape par étape. Et en parallèle, je vous mettrai l'analyse qu'on va faire et comment on va présenter ça sous forme de commentaires. Alors, l'à propos, c'était pour vous expliquer que lors de la construction du tableau, je vais mettre en vert les ressources, hein, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, ça va être le chiffre d'affaires, hein, qui sera les différentes prestations que vous aurez réalisées au sein de votre activité, que ce soit hébergement, restaurant, bar, etc. Et en rouge, ça va représenter les coûts, hein, les coûts que vous avez dû dégager, les coûts que vous avez dû réaliser pour pouvoir obtenir vos ressources, hein, pour pouvoir donc réaliser ici vos différentes prestations. Et bien sûr, à chaque fois que je vais au chiffre d'affaires enlever un coût, ça va donner naissance à une marge. Donc voilà, donc en introduction, je vous disais que si on veut déterminer, si on veut mesurer notre performance, on va s'appuyer sur le tableau de bord et en fonction de ce qu'on aura observé, nous prendrons les décisions qui s'imposent pour soit bouger un petit peu notre futur, soit l'infléchir, ou soit définir d'autres objectifs, d'avoir une autre vision stratégique. Comme je disais, bien sûr, ce tableau de bord, hein, on peut le constituer qu'à partir
document principal qui est le compte de résultat. Comme je disais tout à l'heure en préambule, il existe donc plusieurs tableaux de bord, ce qu'on appelle le Balanced Scorecard, ou encore le tableau de bord stratégique ou le tableau de bord, le tableau de bord proactif, prospectif, pardon, pas proactif, prospectif. Le tableau de bord commercial dans lequel effectivement il y a beaucoup d'indicateurs, ce qu'on appelle en anglais les KPI, Key Performance Indicators. Et dans ce tableau de bord commercial, vous avez notamment le taux d'occupation, le taux de fréquentation, le REVPAR, le REVPACH, l'indice de fréquentation, le taux de captage, tous ces termes, toutes ces clés de performance que vous devez absolument connaître, qui feront l'objet d'une... Vous l'avez déjà vu, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu ou pour ceux qui ont des doutes, je vais me permettre de faire une vidéo sur ce sujet. Donc, alors... allons-y pour le tableau de bord. C'est peut-être pas la première fois que je le dis, mais je vais finir par y arriver. Allons-y sur le tableau de bord. Donc le premier élément du tableau de bord, c'est le chiffre d'affaires net. Alors chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires, ça représente l'ensemble de vos ventes, prestations hébergement, donc auprès de l'hôtel, prestations au restaurant, ce que vous faites dans votre restaurant, et aussi on peut rajouter au petit déjeuner, dans ces cas-là on dira prestation de restauration, mais ça peut être aussi prestation golf, prestation spa, prestation bien-être, prestation bar. Donc vous voyez, les prestations elles sont nombreuses et l'ensemble représente votre chiffre d'affaires. Voilà, donc ce qu'on entend par chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des prestations d'hébergement, de restaurant, de bar, de lounge, si vous faites de la demi-pension ou de la pension. Enfin, ça va correspondre à l'ensemble de vos activités. C'est donc les ressources que vous aurez réussi à obtenir, à engranger au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure de l'exercice comptable, qui est de 12 mois en général. Ce chiffre d'affaires doit être considéré hors taxe et net de toute réduction commerciale que vous auriez pu accorder à vos clients, c'est-à-dire les rabais, les remises ou encore les ristournes. Donc, de toute façon, dans le compte de résultat, ce chiffre est déjà hors taxe. Alors, pour revenir à mon chiffre d'affaires, comment vous allez l'analyser? Et là, je vous ai préparé un petit texte. Voilà. Eh bien, analysez votre chiffre d'affaires global et le déterminer donc la structure de vos ventes. C'est-à-dire que, vous allez regarder l'évolution de votre chiffre d'affaires global par rapport à l'année dernière. Voilà, par rapport à l'année dernière, on ne peut pas comparer par rapport au secteur. Ça n'a strictement aucune valeur. Il faut comparer par rapport à vous-même, par rapport à l'année dernière. Et aussi, regarder la part de votre chiffre d'affaires par rapport à l'ensemble de vos activités. Je ne sais pas si vous faites hôtel-restaurant, eh bien, regardez le poids du chiffre d'affaires restaurant par rapport à l'hôtel. Est-ce que on voit que l'activité principale, c'est par exemple l'hébergement, puisque ça représente 60% du chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que les autres activités ne représentent que 40% du chiffre d'affaires. Ça veut pas dire qu'il faut les négliger, mais ça donne, ça présente l'activité principale des activités accessoires ou secondaires en tout cas. Donc voilà, donc vous allez analyser, vous allez regarder donc l'évolution de votre chiffre d'affaires. Vous allez pouvoir regarder cette évolution, regarder si ça vient des prix ou des quantités, comme on a pu faire pour l'analyse des charges, sauf que là, ce sera beaucoup plus simple. Vous allez calculer le taux de variation, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, ou le taux de variation par rapport à une autre entreprise du secteur. Donc, comment on calcule un taux de variation? Eh bien, c'est la différence entre ce que vous observez, le prix que vous avez cette année, par exemple, par rapport au prix que vous avez l'année dernière, sur le prix de l'année dernière. D'accord? Moi, j'ai tendance à dire c'est aujourd'hui moins hier sur hier. D'accord? Je vais juste rajouter un petit élément qui me semble important. Effectivement, c'est qu'on peut, notamment au niveau des prix, le problème ne va pas se poser. Mais le problème peut se poser lorsque vous avez calculé des différences de marge, sur les marges. Parce que les marges, comme le résultat d'exercice, comme le résultat courant avant impôt ou encore le RBE, ces marges peuvent être négatives. Et quand elles sont négatives d'une année sur l'autre, ou qu'elles sont négatives l'année dernière mais pas cette année par exemple, ça peut poser un problème dans le calcul du taux de variation. Chose qu'on ne voit pas
pour des nombres strictement positifs ou strictement négatifs. Par contre, pour les nombres qui peuvent être aussi bien négatifs que positifs, le calcul de la variation, il y a une petite astuce que je vais vous donner. Et c'est marrant, je l'ai vu nulle part, dans aucun ouvrage, mais avec l'expérience, je peux vous dire que le taux de variation se calcule comme suit. Vous prenez la donnée de l'année n, moins la donnée de l'année n-1, d'accord? Vous divisez votre résultat sur la valeur absolue de l'année dernière, sur la donnée de n-1. Alors pourquoi la valeur absolue? C'est par expérience, j'ai constaté que si vous ne faites pas ça, si vous ne considérez pas le dénominateur, on va dire strictement positif, pour faire simple, ça va vous poser un problème d'interprétation. Alors bien sûr, si vous voulez en pourcentage, c'est x 100. Hein. Pour analyser l'effet prix, maintenant, pour revenir aux commentaires, vous avez votre chiffre d'affaires, vous connaissez l'évolution de ce chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière ou par rapport aux entreprises du secteur. Maintenant, pour expliquer d'où vient la hausse ou d'où vient la baisse, eh bien, on va regarder l'effet prix ou l'effet quantité. Alors, pour connaître l'effet prix ou l'effet quantité, eh bien, on va utiliser les indicateurs qu'il y a dans le tableau de bord commercial. C'est-à-dire qu'on va utiliser le taux d'occupation, le prix moyen chambre et le RevPAR. De toute façon, si vous faites, vous verrez, hein, mais le taux de fréquentation fois le prix moyen, ça donne le RevPAR. Donc, c'est à partir de ces éléments-là, en regardant les taux d'évolution du taux d'occupation, du prix moyen, on va voir la différence entre les prix moyens et le RevPAR, ça va vous expliquer la variation. Comment expliquer la hausse, comment expliquer la baisse. En disant, je sais pas, par exemple, vous allez voir qu'une hausse, eh bien, elle est principalement due à une augmentation du taux d'occupation, par exemple. Le premier élément de coût que l'on va retirer au chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle le coût matière. Alors volontairement, j'ai mis mon S en majuscule. C'est pour insister sur le fait que quand on parle de food and beverage, quand on parle de coût matière, le titre en anglais est plus révélateur, hein, food and beverage, c'est qu'il y a non seulement la nourriture, mais aussi les boissons. Donc je mets un S pour bien dire qu'il y a les deux éléments qu'on peut analyser séparément ou globalement. Dans ces cas-là, les indicateurs seront différents. Donc je vous invite plutôt à le faire séparément dans la mesure du possible. L'analyse du coût matière nécessite d'abord de maîtriser qu'est-ce que la notion de coût matière. Quelle est cette notion? On l'a vu dans la précédente vidéo que le coût matière se calculait comme suit. Vous prenez vos achats de matière, auquel vous ajoutez le stock initial de matière, vous retirez le stock final et vous retirez la production consommée. Hein, je rappelle, cette production consommée concerne les repas du personnel et les offerts. Là, vous obtenez ce qu'on appelle le coût matière consommé et vendu. Vous pouvez faire séparément entre la nourriture et les boissons, séparer vos deux coûts. Ça va nous permettre, une fois qu'on a le coût matière, de calculer ce qu'on appelle le ratio matière. Le ratio matière, c'est quoi? Eh bien, vous avez au numérateur le fameux coût matière dont on a parlé tout à l'heure, divisé par le chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, ça va être le cas pour tous les ratios. Tous les ratios, notamment au niveau du tableau de bord d'exploitation, c'est toujours le rapport du coût par rapport au chiffre d'affaires. Généralement, donc, on va, comme pour le chiffre d'affaires, calculer l'évolution de ce ratio matière afin de déterminer s'il y a une augmentation ou une baisse. Mais on va surtout aussi regarder la tendance par rapport aux moyennes du secteur. C'est-à-dire que pour les établissements similaires, en général, il y a un ratio moyen. Généralement, pour la restauration rapide, ça tourne autour de 25%. Alors que pour un restaurant de type gastronomique, ça va tourner vers 35-40%. Donc, en fonction de notre secteur, de notre marché, on aura donc un ratio matière qui nous sera spécifique. D'ailleurs, ça peut faire l'objet par la direction d'un ratio matière objectif qu'il faudra chercher à atteindre. Ni être en dessous, ni être au-dessus. Et puis après, il y a l'autre ratio, le ratio produit d'accueil, qui lui représente en général entre 2 et 4%. Hein, je rappelle que les produits d'accueil, ce sont les consommables en hébergement. Hein, les produits qui est une charge variable qui en aura à chaque fois qu'on remet la chambre à blanc
on devra y mettre des produits d'accueil. Le rapport, enfin la différence plutôt entre le chiffre d'affaires et le coût matière va nous donner notre première marge qu'on appelle la marge brute. D'accord ? Cette marge brute, donc, c'est finalement ce qui nous reste, à part ce qui nous reste du chiffre d'affaires, après avoir retiré le coût matière. Donc, vous voyez que c'est un reste de ressources. C'est un résiduel de nos ressources, notre ressource initiale. D'accord ? Et à chaque fois, ce petit cadre jaune représente le reste d'un reste. D'accord ? Donc, de mon chiffre d'affaires, je retire mon coût matière et j'obtiens la première marge qu'on appelle la marge brute. Autrement dit, ma marge brute représente ce qui reste du chiffre d'affaires après avoir payé les consommations en provenance des tiers, de nourriture, de boissons, ainsi que les produits d'accueil. On est bien d'accord, c'est un résiduel. Le gros résiduel, bien sûr, c'est-à-dire qu'il reste à peu près, si on part du principe que que le coût matière est compris entre 25 et 35%, ça veut dire que sur nos chiffres d'affaires, après avoir défalqué ce coût, il nous reste entre 75 et 75 et 65%. C'est ça, entre 65 et 75% de notre chiffre d'affaires. Une fois notre marge brute définie, on va pouvoir retirer la suite des coûts. Et la suite qui vient juste après le coût matière, c'est l'autre coût principal, coût du personnel, qui est aussi un des coûts principaux. Parce qu'effectivement, en termes de personnel, ça représente aussi un gros volume du chiffre d'affaires, entre 25 et 40% du chiffre d'affaires. Donc on voit que ces deux éléments-là, le coût matière plus le coût du personnel, ce sont ce qu'on appelle les prime costs, les coûts principaux. Parce qu'à eux deux, si je prends le pourcentage le plus élevé de ce que je viens de vous dire, on est déjà à 75%. Donc 3/4 du chiffre d'affaires sont consommés par le coût matière et le coût du personnel. C'est ce que je dis dans la précédente vidéo. Ce sont deux postes très importants où on va demander au manager opérationnel d'être très vigilant à ce niveau-là. Comme j'expliquais la dernière fois, une détérioration du ratio matière ou du ratio personnel de 1% peut engendrer 20 à 25% de pertes sur le bénéfice. Il peut entraîner une baisse du bénéfice de 20 à 25%. Donc, c'est là où on attend le manager opérationnel. C'est là où on l'attend dans sa performance, dans ses compétences à maîtriser, à gérer ces deux principaux coûts. L'autre coût principal, la somme des deux étant les coûts principaux, the prime cost, c'est-à-dire que le coût matière plus le coût du personnel représente à eux deux pratiquement 75% du chiffre d'affaires. Donc, c'est cette 75% du chiffre d'affaires, c'est un volume assez important, ce qui veut dire que la marge qui va suivre, la marge sur coûts principaux, représentera plus que 25% du chiffre d'affaires. Mais avant d'aller plus loin, voyons l'analyse que l'on pourrait faire à partir du coût du personnel. Donc, quand vous êtes en présence du coût du personnel, la première chose à faire est de calculer le ratio personnel, c'est-à-dire le rapport entre le coût du personnel et le chiffre d'affaires, ça ne bouge pas. Une fois que ce rapport, généralement, il est compris entre 25 et 40% du chiffre d'affaires, on va vous demander de comparer dans le temps ou dans l'espace, donc dans le temps par rapport aux années précédentes pour la même entreprise, ou si on regarde au niveau spatial, de comparer avec des entreprises du même secteur. Vous analysez votre évolution, vous êtes peut-être en hausse ou à la baisse, essayez de comprendre pourquoi, voir s'il y a des choses à faire, mais attention à l'interprétation. Lorsque le ratio matière augmente et que vous constatez une augmentation, ceci ne veut pas dire que ce sont les charges du personnel qui ont augmenté, mais c'est tout simplement que le chiffre d'affaires a baissé et donc étant moins attractif, vous obtenez pour un même niveau de charge, toute chose étant égale par ailleurs, le ratio se dégrade. Si le chiffre d'affaires baisse, le ratio lui aussi il va augmenter. Donc il est inversement proportionnel, il va dans le sens opposé. Le ratio du personnel est une fonction décroissante du chiffre d'affaires. Autrement dit, plus le chiffre d'affaires augmente, plus le ratio baisse. Plus le chiffre d'affaires baisse, le ratio augmente. D'accord ? Donc faites attention à l'interprétation. Ce n'est pas parce que vous avez un ratio qui s'est dégradé que forcément les charges de matière, les charges du personnel ont été mal maîtrisées.
En plus, vous pouvez mettre en évidence d'autres indicateurs de performance, notamment comparer ce qu'on appelle la productivité d'un salarié. Ça peut être la productivité du salarié par rapport à l'effectif. On va regarder ce que rapporte un salarié en termes de chiffre d'affaires. Ou alors, regarder le coût unitaire d'un salarié et regarder son évolution d'une année à l'autre. D'une manière générale, les charges du personnel représentent un coût de structure, un coût fixe, surtout quand il s'agit de salariés en CDI permanent. Mais il peut y avoir une autre partie qui est variable. C'est très souvent le cas lorsque vous embauchez, par exemple, des extras, lorsqu'il y a une surabondance, une augmentation ponctuelle de l'activité, embaucher des personnes qui seront, eux, considérées comme une charge variable. En restauration, on aura besoin de beaucoup de personnel, donc ce qui veut dire que le ratio personnel en restauration sera largement plus élevé que en hôtellerie. Et ce ratio sera d'autant plus important que le ratio de structure du restaurant est plus important. Sur la structure des ventes, si le chiffre d'affaires du restaurant est plus important par rapport au chiffre d'affaires global, si le chiffre d'affaires restaurant est important, prend une part importante du chiffre d'affaires global, eh bien ce ratio personnel sera d'autant plus important. On retire donc le coût du personnel et là on tombe sur la marge sur coûts principaux. Voilà, c'est la marge, c'est-à-dire qu'au chiffre d'affaires, on a retiré le coût matière, ça donne la marge brute. Et de la marge brute, on retire le coût du personnel, on obtient donc ce qui nous reste, une marge sur coûts principaux qui représente environ 25% du chiffre d'affaires. C'est donc le chiffre d'affaires auquel on a ôté les deux prime costs, les deux coûts principaux, qui sont le coût matière et le coût du personnel. Donc voilà, donc c'est ce qui reste, la marge de coûts principaux, c'est ce qui reste après avoir imputé les coûts principaux. Maintenant, on va voir les frais généraux. Les frais généraux qui vont venir donc s'imputer sur la marge sur coût principal pour nous donner le résultat brut d'exploitation, le RBE, ce qu'on appelle le RBE. Alors, analysons tout d'abord les frais généraux. Je vais les définir et après on va l'analyser. On va les analyser. Donc, les frais généraux, ça concerne... Voilà, donc vous avez les autres achats auxquels on va retirer le personnel extérieur de l'entreprise puisqu'on va les mettre dans le coût du personnel, ainsi que les frais de personnel, ça va aller dans le coût du personnel. Les loyers et charges locatives, c'est considéré comme des frais, des coûts d'occupation. Donc, on en tiendra compte dans le coût d'occupation. La redevance crédit bail, pareil, ce sont les redevances de crédit bail, des immobilisations que vous avez sous forme de location. Par exemple, ça peut être du matériel, comme ça peut être des véhicules. D'accord ? Donc, vous payez une redevance. Pour le fait d'utiliser, c'est bien. Vous rajoutez les impôts et taxes et versements assimilés. Vous vous rappelez, c'est la participation à la formation, c'est la taxe foncière, la taxe d'habitation. Ça n'a rien à voir avec les impôts sur les bénéfices. Vous rajoutez les autres charges qui sont liées à l'exploitation, ainsi que les autres produits liés à l'exploitation. On rajoute les commissions sur moyens de paiement, qui sont dans les charges financières. Donc, il faudra aller chercher dans les charges financières du compte de résultat et les rajouter aux frais généraux. À cela, vous retirez les subventions d'exploitation lorsque vous en avez. Je rappelle que ce sont les subventions d'exploitation sont les sommes perçues par les collectivités. Donc, elles sont en général enregistrées dans les produits. Et vous retirez la taxe sur les salaires qui figure déjà à ce niveau-là. Voilà, ça fera les frais généraux, la définition des frais généraux. Ces frais généraux représentent généralement environ 15% du chiffre d'affaires, mais je crois que je l'ai mis dans l'analyse, donc je vais revenir sur mon tableau d'analyse. Passons à l'analyse de ces frais généraux. Donc, quand vous allez les analyser, on sait que c'est compris entre 10 et 15% restauration et 20% pour l'hôtellerie. Vous allez voir s'il y a une partie... c'est généralement constitué une partie fixe et variable, mais ce qui est important, c'est surtout l'évolution du ratio. On ne va pas rentrer plus en profondeur à ce niveau-là. On va surtout s'intéresser à son évolution dans le temps ou dans l'espace. Donc, vous allez comparer en calculant le taux d'évolution du ratio. C'est toujours la même chose pour le ratio, c'est frais généraux sur chiffre d'affaires. Et vous allez porter les mêmes remarques que l'on a faites pour le coût du personnel
Si votre ratio sur frais généraux se dégrade, ça ne veut pas dire que vos frais ont augmenté, mais tout simplement que votre chiffre d'affaires a diminué. D'accord? Donc soyez vigilant par rapport à l'interprétation. Si vous constatez une baisse de votre chiffre d'affaires d'une année sur l'autre ou par rapport aux entreprises, vous aurez forcément une dégradation de vos ratios. Alors, je reviens donc au cours. On a, grâce à la marge de coûts sur coûts principaux, on a retiré les frais généraux. On obtient le fameux, je vais même l'écrire en plus gros, il est trop petit là, le fameux résultat brut d'exploitation. Tintin. Et celui-là, il est très important, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Il ne doit pas être inférieur à 30% lorsqu'on crée une entreprise, lorsqu'on crée un hôtel. S'il est inférieur, on laisse tomber, parce que sinon, on va droit dans le mur. De toute façon, il n'y a qu'à voir, hein, les entreprises, les hôtels en Martinique, je me demande comment ils font pour tenir. Ils ont un RBE qui doit être proche de 8%. Et encore, c'est pire que ça, parce que le RBE, c'est même pas 8% pour le RBE, c'est tout simplement la marge sur coût principal, la marge sur coûts principaux qui est de 8%. Puisque rien que, et encore, j'exagère, parce que rien que le ratio personnel à la Martinique, il est de 92%. J'ai pris seulement le ratio personnel, j'ai même pas parlé du ratio matière. Donc je parle même pas des coûts principaux, quoi. Donc, je sais pas comment ils font, hein. Ils doivent marcher sous perfusion, à coup de moratoire sur leurs charges sociales, voire même fiscales. Et là, avec la crise de 2020, j'allais dire 1920, quoi, c'est pareil, hein, mais je crois que c'est tous les 100 ans finalement. Mais fais attention à ça. Et bien là, je sais pas, on va le savoir bientôt. Hein. Je veux dire, le Capes est fermé, le Simon est fermé, le Carayo est fermé. On ne sait pas jusqu'à quand, hein, de façon illimitée. Donc ça craint. Franchement, ça craint. Je voudrais franchement pas être à leur place. Hein. Si c'est le moment de prendre sa retraite, c'est maintenant. Alors pourquoi le RBE est aussi important? C'est que, donc comme je disais, ça permet d'avoir c'est le chiffre d'affaires sur toute l'exploitation. Donc c'est là où Bonhomme, c'est le manager opérationnel qui doit gérer cet indicateur. Il doit être le plus beau possible. Mais parce qu'on se trouve juste ici, juste avant la politique d'investissement. Hein. C'est-à-dire qu'à travers comment dire, les biens que vous allez acheter, ça va engendrer des dotations. Donc les dotations arrivent juste après. Donc c'est juste avant la politique d'investissement. C'est pour ça qu'on dit que c'est juste avant la politique d'investissement, parce qu'on ne tient pas compte encore des dotations aux amortissements. Et c'est juste avant la politique financière, parce qu'on n'a pas encore ici les intérêts sur emprunts pris en compte ici. Donc le résultat brut, c'est vraiment celui qui est important, qui va nous permettre de comparer avec les autres entreprises sans tenir compte des investissements et des éléments financiers, de la politique financière, qui sont des décisions prises au niveau stratégique, donc par la direction. Donc là, c'est vraiment une donnée, un pur indicateur. Voyons. Donc passons à l'analyse de ce RBE. Donc le RBE permet d'analyser la performance de l'établissement du point de vue de l'exploitation. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas encore pris en compte les décisions d'investissement, comme je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire ces investissements qui sont matérialisés par les dotations aux amortissements. Et on n'a pas pris en compte aussi les décisions concernant les financements. Donc ici, qui sont matérialisés par les intérêts financiers. Donc c'est à ce niveau-là que le résultat est important, parce qu'il va permettre de positionner l'entreprise par rapport aux autres entreprises du secteur et de voir finalement sa rentabilité au niveau de l'exploitation. Mais ce qui est certain, c'est que ce résultat, cette marge finalement, ce qui reste du chiffre d'affaires, eh bien, doit permettre de couvrir les coûts d'occupation, hein, qui généralement, ce coût d'occupation se trouve entre 15 et 25. Hein. Le coût d'occupation, on va le voir juste après, c'est ce qui permet de réaliser notre activité. Hein. C'est tout, on va dire, les infrastructures, c'est tout le lourd, les investissements qu'on a dû faire pour pouvoir réaliser notre activité. Donc, en général, donc pour la restauration, c'est entre 15 et 25. C'est coût de... Ah, il se situe... Alors, attendez. Ça, c'est pas le... Bah, c'est à peu près similaire, hein, le poids des coûts d'occupation et le RBE. C'est pour ça qu'on doit... le RBE doit être plus important que le coût d'occupation pour pouvoir dégager quand même du bénéfice. Donc, pour le restaurant, il doit être entre 15 et 25. Par contre, pour l'autorestauration, hein, entre 25 et 35. C'est pour ça que je disais qu'en dessous de 30, on laisse tomber. Donc, pour calculer le ratio, c'est pareil, hein, comme pour tous les autres éléments qu'on a vus précédemment, c'est le résultat brut d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires. Et donc, comme pour les autres, vous allez analyser à travers le taux d'évolution cet indicateur dans le temps et dans l'espace.
Donc là, une fois qu'on a déterminé le résultat brut d'exploitation, on va pouvoir passer au fameux coût d'occupation. Je vais vous donner une définition détaillée de ce coût d'occupation. Enfin, j'espère que mon lien va fonctionner. Est-ce qu'il fonctionne? Oui, c'est une chance, le lien fonctionne, c'est merveilleux. Alors, le coût d'occupation, voilà, il est composé de l'ensemble des loyers et des charges locatives qu'on va trouver, qui sont normalement dans les autres, dans le compte autres achats et charges externes. Vous allez aussi rajouter, vous allez chercher dans ce poste autres achats et charges externes, les redevances sur crédit bail. Ensuite, vous reprenez les dotations aux amortissements, vous les ajoutez. Les autres charges financières, sauf les commissions sur moyens de paiement, parce qu'on les a mis, rappelez-vous, dans les frais généraux. Donc vous prenez les autres. Généralement, il s'agit des intérêts sur emprunt ou assimilés en tout cas. Et les produits financiers que vous pouvez avoir. Et puis, vous les retirez, ces produits financiers, puisqu'on parle de coût d'occupation, ça va donc réduire le montant de votre coût. Et pareil pour les reprises sur amortissement et provisions qui se situent, eux, au niveau de l'exploitation. Voilà. On a tenu compte de ces différents éléments. Alors, bien sûr, le coût d'occupation n'est pas de votre compétence. Vous difficilement pouvoir réfléchir au niveau d'exploitation sur ce poste-là, puisque ce sont des décisions qui touchent, qui sont prises par la direction et qui touchent les infrastructures. Donc, ce n'est pas l'exploitation, ça n'a rien à voir. D'accord ? C'est vraiment en fonction de la politique d'investissement et de financement que ça va pouvoir baisser si besoin on a besoin de rechercher de la performance à ce niveau-là. Mais ce n'est pas le rôle du manager opérationnel. Et comme je viens de le dire, on verra qu'on aura très peu d'influence. Alors, voilà ce que j'ai noté pour l'analyse. Voilà. Donc, c'est composé uniquement de charges fixes. Comme je disais tout à l'heure, il est impossible de travailler dessus, de l'ajuster à l'activité. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est quand même calculer le ratio et proposer un commentaire. Parce que le ratio, même si ce sont des charges fixes, mais le ratio, lui, peut bouger, puisque le dénominateur étant le chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires est variable, alors du fixe sur du variable, forcément, le résultat est variable. Donc, il va être intéressant de calculer sa variation en valeur et en pourcentage, et puis d'analyser les sources de variation. Est-ce que c'est le loyer, est-ce que ce sont les dotations, est-ce que c'est l'intérêt, ou tout simplement, est-ce que c'est le chiffre d'affaires, est-ce que c'est le manque d'attractivité, ou si le ratio s'est amélioré, c'est peut-être parce qu'on a bien bossé, que le manager opérationnel a su stimuler les ventes. Donc, en ce qui concerne le loyer, il faut s'interroger sur le montage financier, si les murs vous appartiennent ou pas. Si par exemple, si vous faites une SCI, très souvent, c'est ce qu'on fait. C'est vrai qu'on a tendance, quand on crée son restaurant dans des murs qui nous appartiennent, il est peut-être intéressant, voire même conseillé, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, votre activité et les murs. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un montage financier où on sépare la société d'exploitation de la société civile immobilière. C'est-à-dire qu'on met les bâtiments, les murs dans la société civile immobilière et l'intérieur, le fonds de commerce, l'activité à l'intérieur. Et du coup, ça devient une société d'exploitation. Ça permet, en cas de difficulté, de ne pas impacter les bâtiments, enfin les biens, les immeubles. Donc, dans ces cas-là, si c'est le même propriétaire, généralement, si l'exploitant de la société d'exploitation se verse un loyer. Voilà. Donc, à voir si votre loyer il est bien calculé, s'il ne vient pas amputer ou détériorer le ratio ou le résultat. C'est votre entreprise, tout dépend du statut juridique de la société. Mais si c'est une société individuelle, enfin une société de type personnel, où vous êtes le seul patron à bord, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, du coup, en tenant compte du coût d'occupation, eh bien, on se retrouve. Résultat RBE moins coût d'occupation, ça nous donne ce fameux résultat courant avant impôt. Maintenant, vous savez de quoi je parle quand je dirais RCAI. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le RCAI ? Donc, c'est ce résultat-là qui, cette fois, tient compte de la politique d'investissement et de la politique de financement d'entreprise, puisque on tient compte à ce niveau-là des dotations aux amortissements et on tient compte des éléments financiers comme les intérêts sur emprunt. Alors, au niveau de l'analyse, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est peut-être une information qui pourra vous servir pour réaliser votre introduction tout simplement en une ou deux phrases, en disant simplement est-ce que votre résultat est positif ou négatif ? Si oui, quelle part il représente du chiffre d'affaires et comment il est par rapport à l'année dernière ou par rapport aux autres entreprises du secteur. Et voilà, c'est terminé. Je vais m'arrêter au résultat courant avant impôt.
puisqu'après les éléments, bon, c'est les participations, l'expansion fou de l'exercice, c'est l'impôt sur les sociétés, etc. Dans mon tableau de bord, ça n'a pas tellement d'importance, mais ça vous permet, si vous allez jusqu'au bout, de vérifier que le résultat net de votre tableau de bord corresponde à votre compte de résultat. Donc, ou alors à vous de prendre le résultat d'exercice, d'enlever les éléments qui n'ont pas été pris en considération dans le tableau de bord pour retrouver le RCAI. Donc, j'en termine. Je vais essayer de laisser la petite musique de la dernière diapositive parce qu'elle m'amuse. Bon, ça n'a rien de drôle, mais moi, ça m'amuse. Voilà, c'est terminé. Bon, maintenant, il faut que ça s'arrête, quoi. Allez. J'en étais où? Je reviens en arrière. Passons à l'analyse de ces frais généraux. Donc, quand vous allez les analyser, on sait que c'est compris entre 10 et 15% restauration et 20% pour l'hôtellerie. Vous allez voir s'il y a une partie, c'est généralement constitué une partie fixe et variable, mais ce qui est important, c'est surtout l'évolution du ratio. On ne va pas rentrer plus en profondeur à ce niveau-là. On va surtout s'intéresser à son évolution dans le temps ou dans l'espace. Donc, vous allez comparer en calculant le taux d'évolution du ratio. C'est toujours la même chose pour le ratio, c'est frais généraux sur chiffre d'affaires. Et vous allez porter les mêmes remarques que l'on a faites pour le coût du personnel ou pour... non, le coût du personnel surtout. Vous savez, cette histoire de que si votre ratio sur frais généraux se dégrade, ça ne veut pas dire que vos frais ont augmenté, mais tout simplement que votre chiffre d'affaires a diminué. D'accord? Donc soyez vigilant par rapport à l'interprétation. Si vous constatez une baisse de votre chiffre d'affaires d'une année sur l'autre ou par rapport aux entreprises, vous aurez forcément une dégradation de vos ratios.
Donc, euh, oui, je vais corriger ça parce que c'est un peu saoulant ce bruit. Voilà, c'est corrigé. On va plus entendre ce bruit désagréable que font tous les débutants quand ils apprennent à utiliser PowerPoint. Ils mettent des tas de bruits, des tas de sons, des tas de déplacements. C'est trop rigolo. Sauf que maintenant, ça ne fait plus rire. Alors, je reviens donc au cours. On a, grâce à la marge de coûts sur coûts principaux, on a retiré les frais généraux. On obtient le fameux, je vais même l'écrire en plus gros, il est trop petit là, le fameux résultat brut d'exploitation. Tintin. Et celui-là, il est très important, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Il ne doit pas être inférieur à 30% lorsqu'on crée une entreprise, lorsqu'on crée un hôtel. S'il est inférieur, on laisse tomber, parce que sinon, on va droit dans le mur. De toute façon, il n'y a qu'à voir, hein, les entreprises, les hôtels en Martinique, je me demande comment ils font pour tenir. Ils ont un RBE qui doit être proche de 8%. Et encore, c'est pire que ça, parce que le RBE, c'est même pas 8% pour le RBE, c'est tout simplement la marge sur coût principal, la marge sur coût principaux qui est de 8%. Puisque rien que, et encore, j'exagère, parce que rien que le ratio personnel à la Martinique, il est de 92%. J'ai pris seulement le ratio personnel, j'ai même pas parlé du ratio matière. Donc je parle même pas des coûts principaux, quoi. Donc, je sais pas comment ils font, hein. Ils doivent marcher sous perfusion à coup de moratoire sur leurs charges sociales, voire même fiscales. Et là, avec la crise de 2020, j'allais dire 1920, quoi, c'est pareil, hein, mais je crois que c'est tous les 100 ans finalement. Mais fais attention à ça. Et bien là, je sais pas, on va le savoir bientôt, hein. Je veux dire, le Capes est fermé, le Simon est fermé, le Carayo est fermé. On ne sait pas jusqu'à quand, hein, de façon illimitée. Donc ça craint, franchement ça craint. Je voudrais franchement pas être à leur place, hein. Si c'est le moment de prendre sa retraite, c'est maintenant. Alors pourquoi le RBE est aussi important? C'est que, donc comme je disais, ça permet d'avoir c'est le chiffre d'affaires sur toute l'exploitation. Donc c'est là où Bonhomme, c'est le manager opérationnel qui doit gérer cet indicateur. Il doit être le plus beau possible. Mais parce on se trouve juste ici, juste avant la politique d'investissement, hein. C'est-à-dire que à travers comment dire, les biens que vous allez acheter, ça va engendrer des dotations. Donc les dotations arrivent juste après. Donc c'est juste avant la politique d'investissement. C'est pour ça qu'on dit que c'est juste avant la politique d'investissement, parce qu'on ne tient pas compte encore des dotations aux amortissements. Et c'est juste avant la politique financière, parce qu'on n'a pas encore ici les intérêts sur emprunts pris en compte ici. Donc le résultat brut, c'est vraiment celui qui est important, qui va nous permettre de comparer avec les autres entreprises sans tenir compte des investissements et des éléments financiers, de la politique financière, qui sont des décisions prises au niveau stratégique, donc par la direction. Donc là, c'est vraiment une donnée, un pur indicateur. Voyons comment Ah, attendez, je vais vous donner la définition, hein, peut-être une petite définition. Est-ce que j'ai mis une définition? Oui, alors c'est marge sur l'affaire. Non, c'est vrai. Bon, je voulais faire mon coco, mais ça marche pas. Donc passons à l'analyse de ce RBE. Donc le RBE permet d'analyser la performance de l'établissement du point de vue de l'exploitation. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas encore pris en compte les décisions d'investissement, comme je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire ces investissements qui sont matérialisés par les dotations aux amortissements. Et on n'a pas pris en compte aussi les décisions concernant les financements. Donc ici, qui sont matérialisés par les intérêts financiers. Donc c'est à ce niveau-là que le résultat est important, parce qu'il va permettre de positionner l'entreprise par rapport aux autres entreprises du secteur et de voir finalement sa rentabilité au niveau de l'exploitation. Mais ce qui est certain, c'est que ce résultat, cette marge finalement, ce qui reste du chiffre d'affaires, eh bien, doit permettre de couvrir les coûts d'occupation. Hein, qui généralement, ce coût d'occupation se trouve entre 15 et 25. Hein. Le coût d'occupation, on va le voir juste après, c'est ce qui permet de réaliser notre activité. Hein. C'est tout, on va dire, les infrastructures, c'est tout le lourd, les investissements qu'on a dû faire pour pouvoir réaliser notre activité. Donc, en général, donc pour la restauration, c'est entre 15 et 25. C'est coût de... Ah, il se situe... Alors, attendez. Ça, c'est pas le... Bah, c'est à peu près similaire, hein, le poids des coûts d'occupation et le RBE. C'est pour ça qu'on doit... le RBE doit être
plus important que le coût d'occupation pour pouvoir dégager quand même du bénéfice. Donc pour le restaurant, il doit être entre 15 et 25. Par contre, pour l'autorestauration, entre 25 et 35. C'est pour ça que je disais qu'en dessous de 30, on laisse tomber. Donc pour calculer le ratio, c'est pareil, comme pour tous les autres éléments qu'on a vus précédemment, c'est le résultat brut d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires. Et donc, comme pour les autres, vous allez analyser à travers le taux d'évolution cet indicateur dans le temps et dans l'espace. Je vais arrêter la vidéo pour pas que ça fasse... s'il y a encore la petite musique, j'aime pas la petite musique. Ok, cool, il n'y avait pas la petite musique, j'ai réussi à la supprimer. Donc là, une fois qu'on a déterminé le résultat brut d'exploitation, on va pouvoir passer au fameux coût d'occupation. Je vais vous donner une définition détaillée de ce coût d'occupation. Enfin, j'espère que mon lien va fonctionner. Est-ce qu'il fonctionne? Oui, c'est une chance, le lien fonctionne, c'est merveilleux. Alors, le coût d'occupation, voilà, il est composé de l'ensemble des loyers et des charges locatives qu'on va trouver, qui sont normalement dans les autres, dans le compte autres achats et charges externes. Vous allez aussi rajouter, vous allez chercher dans ce poste autres achats et charges externes, les redevances sur crédit bail. Ensuite, vous reprenez les dotations aux amortissements, vous les ajoutez. Les autres charges financières, sauf les commissions sur moyen de paiement, parce qu'on les a mis, rappelez-vous, dans les frais généraux. Donc vous prenez les autres. Généralement, il s'agit des intérêts sur emprunt ou assimilés en tout cas. Et les produits financiers que vous pouvez avoir. Et puis, vous les retirez, ces produits financiers, puisqu'on parle de coût d'occupation, ça va donc réduire le montant de votre coût. Et pareil pour les reprises sur amortissement et provisions qui se situent, eux, au niveau de l'exploitation. Voilà. On a tenu compte de ces différents éléments. Alors, bien sûr, le coût d'occupation n'est pas de votre compétence. Vous difficilement pouvoir réfléchir au niveau de l'exploitation sur ce poste-là, puisque ce sont des décisions qui touchent, qui sont prises par la direction et qui touchent les infrastructures. Donc, ce n'est pas l'exploitation, ça n'a rien à voir. D'accord ? C'est vraiment en fonction de la politique d'investissement et de financement que ça va pouvoir baisser si besoin on a besoin de rechercher de la performance à ce niveau-là. Mais ce n'est pas le rôle du manager opérationnel. Donc, à notre coût d'occupation, une fois que l'on a ce coût-là, on va pouvoir déterminer le résultat courant avant un palage. Je suis revenu à mon tableau. Maintenant, on va passer, avant de déterminer le résultat courant avant impôt, on va passer à l'analyse de ce coût d'occupation. Et comme je viens de le dire, on verra qu'on aura très peu d'influence. Alors, voilà ce que j'ai noté pour l'analyse. Voilà. Donc, c'est composé uniquement de charges fixes. Comme je disais tout à l'heure, il est impossible de travailler dessus, de l'ajuster à l'activité. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est quand même calculer le ratio et proposer un commentaire. Parce que le ratio, même si ce sont des charges fixes, mais le ratio, lui, peut bouger, puisque le dénominateur étant le chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires est variable, alors du fixe sur du variable, forcément, le résultat est variable. Donc, il va être intéressant de calculer sa variation en valeur et en pourcentage, et puis d'analyser les sources de variation. Est-ce que c'est le loyer? Est-ce que ce sont les dotations? Est-ce que c'est l'intérêt? Ou tout simplement, est-ce que c'est le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est le manque d'attractivité? Ou si le ratio s'est amélioré, c'est peut-être parce qu'on a bien bossé. Enfin, que le manager opérationnel a su stimuler les ventes. Donc, en ce qui concerne le loyer, il faut s'interroger sur le montage financier, si les murs vous appartiennent ou pas. Donc, voilà, savoir si par exemple si vous faites une SCI, très souvent c'est ce qu'on fait. C'est vrai qu'on a tendance, quand on a on crée son restaurant dans des murs qui nous appartiennent, il est peut-être intéressant, voire même conseillé, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, votre activité et les murs. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un montage financier où on sépare la société d'exploitation de la société civile immobilière. C'est-à-dire qu'on met les bâtiments, les murs dans la société civile immobilière et l'intérieur, le fonds de commerce, l'activité à l'intérieur. Et du coup, ça devient une société d'exploitation. Ça permet, en cas de difficulté, de ne pas impacter les bâtiments, enfin les biens, les immeubles. Donc, dans ces cas-là, si c'est le même propriétaire, généralement, si l'exploitant de la société d'exploitation se verse un loyer. Voilà. Donc, à voir si votre loyer il est bien calculé, s'il ne vient pas amputer ou détériorer le ratio ou le résultat.
c'est votre entreprise, hein. Tout dépend du statut juridique de la société. Mais si c'est une société individuelle, enfin une société de type personnel, où vous êtes le seul patron à bord, ça ne va pas changer grand-chose. Donc du coup, en tenant compte du coût d'occupation, eh bien, on se retrouve. Résultat RBE moins coût d'occupation, ça nous donne ce fameux résultat courant avant impôt. Maintenant, vous savez de quoi je parle quand je dirais RCAI. C'était ça, hein, que j'en ai parlé en début, je crois, de la vidéo, en vous disant qu'on verra ça plus tard, mais c'était difficile d'en dire plus si on ne connaît pas la nomenclature de notre travail, la nomenclature de ce tableau. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le RCAI? Donc, c'est ce résultat-là qui, cette fois, tient compte de la politique d'investissement et de la politique de financement d'entreprise, puisque on tient compte à ce niveau-là des dotations aux amortissements et on tient compte des éléments financiers comme les intérêts sur emprunt. Alors au niveau de l'analyse, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est peut-être une information qui pourra vous servir pour réaliser votre introduction tout simplement en une ou deux phrases, en disant simplement est-ce que votre résultat est positif ou négatif? Si oui, quelle part il représente du chiffre d'affaires? Et comment il est par rapport à l'année dernière ou par rapport aux autres entreprises du secteur. Et voilà, c'est terminé, hein. Je vais m'arrêter au résultat courant avant impôt, puisqu'après les éléments, bon, ce sont les participations, l'expansion full d'exercice, c'est l'impôt sur les sociétés, etc. Dans mon tableau de bord, ça n'a pas tellement d'importance, mais ça vous permet, si vous allez jusqu'au bout, de vérifier que le résultat net de votre tableau de bord corresponde à votre compte de résultat. Donc, ou alors à vous de prendre le résultat d'exercice, d'enlever les éléments qui n'ont pas été pris en considération dans le tableau de bord pour retrouver le RCAI. Donc j'en termine, je vais essayer de laisser la petite musique de la dernière diapositive parce qu'elle m'amuse. Bon, ça n'a rien de drôle, mais moi ça m'amuse. Voilà, c'est terminé. Bon, maintenant, il faut que ça s'arrête, quoi. Allez, au revoir.